À toutes. Alors, le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est le rapport conflictuel qu'on peut avoir avec son mari, qui est de l'ordre d'essayer d'avoir le dernier mot, ou bien de voir que finalement, on a du mal à se faire accepter, ou bien accepter son avis. Souvent, on voit que son mari est buté, ou bien qu'il veut jamais entendre, il veut jamais être d'accord, il est toujours contre nous. Voilà, c'est ce problème-là qu'on a de façon quotidienne et qu'il faut essayer d'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Dans des situations pareilles, on parle, et rien ne se passe, et il est têtu, il veut pas savoir, il veut pas comprendre, il veut pas accepter. On arrive dans des situations où effectivement on a du mal à se gérer dans ces situations-là. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis ça crée de la frustration, ça crée des malaises, ouais, parce qu'on n'arrive pas à le convaincre et il veut toujours avoir raison, et voilà. Alors, d'abord il faut essayer de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Oui. Ça veut dire que, d'un côté, on a chacun ses intérêts personnels, et on aurait bien voulu que son mari, il écoute un peu ce qu'on lui dit, quoi, ou sa femme, qu'elle écoute ce qu'on lui dit, qu'elle se plie un peu à ce qu'on lui dit pour nous faire plaisir. Ou bien parce que c'est nécessaire, parce que c'est vital, des fois c'est même vital, et les autres, celui qui est en face ne comprend pas ce qui se passe. Alors, comment ça s'explique? Et nous, souvent, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de changer la personne, ouais, de l'amener à penser comme nous, de changer la personne, ou de vouloir carrément soit changer son caractère, soit changer sa nature, soit qu'il arrive à se soumettre à notre volonté. Oui, c'est comme ça. Ou bien parce qu'on veut avoir le dernier mot, on veut voilà, il y ait une forme de compétition dans le couple qui fait qu'il faut absolument qu'il écoute ce que je lui dis et qu'il accepte ce que je lui dis une fois pour toutes, quoi. Ou une fois dans sa vie, quoi. Voilà, donc ça se passe, et voilà. Donc comment on commence à se comprendre d'abord? Parce que est-ce que c'est logique qu'on soit en conflit dans un couple? Alors qu'au contraire, on s'est marié pour être en harmonie, on s'est marié pour arriver à avancer dans sa vie. Ouais, donc comment le conflit ne devrait pas exister? Logiquement, ça ne devrait pas exister. Comment ça s'explique? Voilà. En fait, la marloquette, il y a un conflit. Ouais, Mais non, est-ce que vous êtes d'accord? Par exemple, je vous donne un exemple. Quand on était à la yeshiva, ouais, on nous a expliqué que quand il y a une marloquette, une discussion dans le chasse, ouais, ou quand vous voyez entre des Tanaïm, une discussion dans la Gemara ou dans le Chumash, ouais, c'est pas forcément qu'il y a un conflit d'idées. Mais c'est un conflit de vision. Par exemple. Un exemple parmi tant d'autres, je donne un exemple, c'est marqué dans la parashat Noach, on dit que Noach, ish tzadik, aya bedorotav. On dit que Noach était un tzadik, c'était un homme juste dans sa génération. Et là-bas, on a une discussion dans le Midrash, marloquette, entre Rish Lakish et Rabbi Yochanan, de savoir qu'est-ce que veut dire bedorotav. Pourquoi c'est nécessaire d'écrire bedorotav dans sa génération dans le Chumash? Bon, mais il était tzadik, tout simplement, il était tzadik, après, dans sa génération, on s'en fiche, ouais. La Gemara dit non, bedorotav, c'est lu de deux façons. Soit c'est louable, parce que tu t'imagines, Noach, dans la génération où il a vécu, avec des Rishaïm comme ils étaient, et tout ce qu'il a dû faire, et il s'en est sorti, c'est un joueur, c'est louable. Qu'un homme comme ça, il ait pu se sortir d'une génération pareille, c'est devenu un grand sadique, parce qu'il avait toute la terre contre lui, c'était quand même incroyable. Oui, et malgré tout, il est resté tzaddik, il a pu se sauver de cette situation, que la cavote. Donc c'est les jvar, ça veut dire c'est louable. Bedorotav, pour dire, tu vois, malgré la génération, il s'en est sorti, chazak. Ou bien l'inverse, le dit non, bignaï, Bedorotav, bien sûr qu'il était tzaddik par rapport à sa génération, regardez les gens qui avaient autour de lui. Oui, mais s'il avait été dans la génération d'Abraham, mais s'il avait vécu à l'époque d'Abraham, lo nirchav les kloum. On l'aurait même pas considéré du tout. On n'aurait même pas parlé, on n'aurait pas fait une paracha de lui. Voilà ce que dit la. Donc il y a une marloquette. Ouais. Est-ce que ce qui est marqué, les Bedorotav, c'est un shvach, c'est louable, ou c'est gnaï? Bon. C'est où? C'est les joueurs que c'est l'un ou l'autre. Mais a priori, ça paraît contradictoire. Ça veut dire, c'est a priori blanc et noir, c'est contradictoire. Alors en fait, non, quand vous réfléchissez, vous dites comme ça. Ça dépend du contexte, ça dépend de la vision que vous avez de la lecture du texte. Par exemple, si vous dites, quelqu'un, un jeune russe, il a vécu dans les goulags. Là-bas, il a été prisonnier dans les goulags, il a réussi à faire Shabbat. Dans les goulags. Il y a vraiment que la cave, vraiment, avec l'eau froide, la difficulté, faire les mitzvot, emprisonné, pas évident.
Non, vous prenez cet enfant, ce jeune homme-là, il a fait Shabbat dans les goulags, et vous le mettez à la yeshiva de Ponyovitch, dans une très grande yeshiva, et vous voyez le Rosh Yeshiva. Je dis, bah lui, par rapport au Rosh Yeshiva, qu'est-ce qu'il est? Alors, vous avez compris? C'est deux visions différentes. Tu dis Noah dans la situation où il vit, évidemment, c'est un tzaddik. Mais si vous comparez Abraham avec dans la génération où avait vécu Abraham, par rapport à Abraham, est-ce qu'on aurait regardé Noah? Il y a deux façons de voir, mais il n'y a pas de marloquette en fait. C'est deux contextes différents. Vous avez compris? Si je lis de cette manière, si je vois de cette manière, ben, j'ai une façon de voir. Et si je vois d'une autre manière, j'ai une autre façon de voir. Est-ce que vous comprenez qu'il n'y a pas de conflit d'opinion en fait? Il y a simplement un conflit de vision. On ne voit pas la même chose. C'est comme si je vous montre ce sefer, ben, où je le vois comme ça, je dis, il y a marqué Chumash, Chum Shetorah, et si je le regarde comme ça, ben, je vois une autre. Je dis, mais tu veux dire qu'il est large ce livre? Je dis, non, il est fin ce livre. En fait, on voit le même livre, ça veut dire qu'on a une vision différente. On ne voit pas, on n'a pas un problème d'opinion. Comme la bouteille à moitié vide. Oui, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est qu'il y a deux façons de voir les choses. Soit vous les voyez d'oblique, on voit la même chose en fait, mais on a chacun une vision différente, soit qu'on soit un homme, soit qu'on soit une femme. Alors, comment ça se fait qu'on a une vision différente? Comment ça se fait qu'on voit pas? On voit le même objet, on ne le voit pas de la même manière. On voit la même situation, on ne la juge pas de la même manière. Voilà ce que je veux dire. Est-ce que c'est parce qu'on a un conflit de personnes, ou bien parce qu'on a une vision chacun différente qui nous fait voir différemment? Dès la fin, on comprend cette notion-là. Déjà, on devrait comprendre qu'on n'est pas en vérité en marloquette. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Partez du principe, essayez de réfléchir de la nature humaine. Essayez de réfléchir de comment Hachem nous a constitués. Essayez de réfléchir de l'unicité des êtres. Voilà. De la même manière, dit la Gemara, qu'on a des visages différents, c'est qu'on a des opinions différentes. Si on a des visages différents, c'est qu'on est forcément différent. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite allusion que d'expliquer que vous savez que les mots dans la Torah n'ont pas été choisis par hasard. Panim, en hébreu, ça veut dire le visage. Pnim, c'est l'intériorité. C'est les mêmes lettres. Ouais. Quelqu'un qui est heureux, vous le voyez sur sa tête. Quelqu'un qui est malheureux, vous le voyez sur son visage. Ça va? Bon, panim, pnim, ça veut dire que le ressenti intérieur, il se revoit il est traduit dans son visage. Panim et pnim, ça va, c'est les mêmes lettres. Ça veut dire que l'intériorité des gens se voit sur la tête des gens. La Kabbalah explique qu'il y a une chorma tapartsouf. Il y a la chorma du visage. Ça va? Les gens, on voit une chorma dans le visage des gens. Ça va, ça se voit. Maintenant, ça veut dire que si on a un visage différent, c'est qu'on est différent. Si on a une ADN différente, c'est qu'on est différent. Si on a des particules qui font de nous des êtres séparés et différenciés, c'est qu'on est différent. Si la Torah nous dit clairement qu'on était 600 000 personnes devant le mont Sinaï et qu'il y a 600 façons de voir la Torah, c'est qu'on a chacun de façon unique façon de voir les choses. Ça a été pensé par Hachem. Dit l'Agma dans Salrid, elle explique que bizarrement, si vous fabriquez un tampon avec une forme particulière et que vous trempez ce tampon dans de l'encre et que vous tapez sur une feuille, à l'évidence, il va toujours reproduire le tampon que vous avez fabriqué. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'un homme et une femme, lorsqu'ils s'accouplent, ils ont un enfant, l'enfant ne se ressemblera ni à l'un complètement, ni à l'autre complètement. Le tampon ne ressemble pas, c'est bizarre. Ouais. On fabrique des gens uniques parce qu'on est chacun unique. Partez du principe qu'on a une lecture différente. Que l'enrichissement, c'est de s'enrichir de l'unicité de l'autre. Et pas d'être en conflit avec l'autre. Quand vous avez 600 000 opinions dans la Torah, parce qu'il y a 600 000 façons de voir, évidemment qu'il y a un conflit d'opinion. On dit, bah tiens, il n'est pas d'accord avec moi, tiens, mais moi je vois comme ça, tu vois pas comme ça. On est en conflit. On n'est pas en conflit. C'est qu'avec ma façon d'être et ma façon de voir, j'ai une autre manière de voir que toi. Donc est-ce qu'on est en conflit d'opinion? Pas du tout. On a une autre vision en fonction de la sensibilité, du regard unique que nous avons dans la vie, qui fait parce qu'on est des gens uniques. Quand on dit qu'on est créé Betzelem Elohim à l'image d'Hachem, Dieu n'a pas d'image. Sama Hachem, il est Echad. Il n'y a rien qui lui ressemble. Il n'y a rien qui vous ressemble dans le monde. Ça ne sert à rien d'essayer de changer les gens. Vous dites, ouais, mais il faut qu'il change, il faut qu'il drague. Mais non, c'est bête, parce qu'il est unique. Vous savez pourquoi vous voulez qu'il change? Parce que ça vous dérange, parce que ça nous dérange. Mais pourquoi ça nous dérange? Quand on est en marloquet dans la Gemara, Baye il pense comme ça, Rava il pense comme ça, Rish Lakish il pense comme ça, et Rabbi Yochanan pense comme ça, et Bet Shammai, Bet Hillel. Donc on est en conflit. Mais non, on n'est pas en conflit. Chacun, il a une façon différente de voir. Après, le problème, c'est qui dit la vérité, qui pense la vérité. C'est une autre problématique. Mais en vérité, il faut accepter l'idée au départ qu'on est différent. Ça va? C'est très important, vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de
il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de compétition ici. Souvent dans les couples, les gens sont en compétition. Et ça, il faut bien comprendre au départ qu'il n'y a pas de compétition. On n'est pas en train de se battre qui c'est qui va gagner, qui c'est qui va réussir, qui c'est qui va être le meilleur, qui c'est qui va... Et souvent, il y a des stéréotypes dans les couples comme ça, malheureusement, qui font qu'il y a de la compétition depuis le départ. Parce qu'il y a des images à défendre, parce qu'il y a des stéréotypes qu'on nous a investis dans notre tête qui sont débiles et qu'on veut absolument mettre en œuvre. Ouais, le machisme, le dominant, le dominé, toutes ces choses-là qui sont des bêtises au départ, mais qui font que ce soit absolument comme ça que ça va se passer. Ça va? Il faut qu'il y ait un domineur et un dominé. Toujours, c'est comme ça. Ouais, comme le sexe faible, le sexe fort, etc. Tous des principes qui font que... Mais c'est dommage, parce que pourquoi on ne voudrait pas articuler nos différences ensemble, plutôt que de s'opposer à nos différences? C'est très important de comprendre ça, au départ. En couple, c'est très important d'accepter que nous sommes différents. Et comme nous sommes différents, évidemment, qu'on aura des façons différentes de voir. Mais si je pars du principe que c'est différent, et qu'il a une autre façon de voir que moi, il a d'autres choses à défendre que moi, il a d'autres intérêts que moi, il a d'autres besoins que moi, il a d'autres envies que moi. C'est différent, on est différent. Vous voyez? Oui. Ben, si c'est différent, il est différent, donc je vais essayer de comprendre. D'abord, j'accepte la différence, et pas je m'oppose à la différence. Puisque chacun est unique, vous êtes unique, mais votre mari aussi est unique. Après, vous voulez changer votre mari. Pourquoi vous ne voulez pas faire de lui quelqu'un qui soit unique dans son unicité particulière qui le nomme, qui est nommé dans sa personnalité? Pourquoi vouloir déformer la personne sous prétexte qu'on veut le mettre à sa disposition ou on veut l'enfermer dans son opinion personnelle? Pourquoi ne pas s'enrichir de la différence, encore une fois, plutôt que d'assujettir la différence et de soumettre la différence? C'est comme le racisme. Vous le comprenez dans le racisme? Il y a des gens qui disent ouais, il est noir, il est jaune, il est je sais pas quoi, il n'a rien à faire chez nous, celui-là. Je dis, mais pourquoi il l'a créé chez moi? Excusez-moi, mais Oui. à partir du moment où ça empiète, Après, on va voir ça. Après, j'arrive. Déjà qu'on comprenne déjà ça, après, on va rentrer dans une autre problématique. Mais déjà qu'on comprenne déjà qu'il n'y a pas, au départ, il faut comprendre qu'il n'y a pas de conflit. Ça va? Il n'y a pas de conflit. Il y a un complément d'information du fait qu'on soit marié avec quelqu'un. Là, il faut comprendre que, partez du principe, parce que ça, c'est une chose à réfléchir avant le mariage déjà. Hachem, il n'a pas créé un couple pour nous embêter. Vous avez compris? Tu dis, ben oui, c'est un embêtement parce qu'il faut s'adapter à la personne et puis on n'est jamais d'accord et puis il pense toujours, il est contre moi tout le temps en permanence, etc., etc. Oui, en vérité, c'est... Donc ça veut dire que le mariage, c'est une catastrophe. Le mariage a été organisé pour nous faire des problèmes, pour nous créer des problèmes. On partit du principe qu'il faut essayer d'arriver à trouver, dans cette philosophie de vie, une manière de s'épanouir et d'arriver à quelque chose de fantastique dans le couple. Oui, quelque chose essayer de comprendre, essayer d'accepter l'idée qu'il y a quelque chose à tirer de positif dans ce que je vis. Et ça, c'est très important de le développer au départ, oui, que nos différences ne sont jamais, elles ne doivent jamais, entre guillemets, être l'une contre l'autre. Oui, nos différences. Parce que comme vous avez vu, vous êtes toutes des femmes différentes, on a tous des visages différents. Il n'y a pas une femme qui vous ressemble dans l'univers. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il faut partir du principe que vous avez un rôle qui est unique dans le monde. Personne ne pourra vous remplacer. Personne ne pourra faire ce que vous devez faire. Vous faites partie d'un élément qui est un puzzle énorme qui existe dans le monde, qui existe et qui existera jusqu'à la fin des temps, qui fait que vous avez une fonction qui vous est propre à vous-même. Ça va? Maintenant, quand c'est comme ça, quand je comprends ce principe, je sais que mon mari, il a aussi un rôle. Et je sais que j'ai le rôle. Est-ce que moi, en tant que femme, j'ai envie de mettre en éveil chez mon mari toute cette potentialité qu'il a en lui, qui est différente de la mienne, mais que je sais être différente et que je vais mettre en exergue pour qu'il arrive à être épanoui dans sa vie? Ou non, il faut absolument qu'il soit comme moi. Il faut absolument que j'arrive à le faire plier et qu'il arrive à penser comme moi, il faut qu'il fasse comme moi, il faut qu'il dise comme moi, il faut qu'il... Vous avez compris que c'est pas juste. Déjà, ça, c'est une base qu'il faut déjà accepter déjà dans sa tête. Ouais. De la manière qu'on est frustré de voir que l'autre, il veut absolument nous faire penser comme lui, ça nous dérange ou pas? Vous savez pourquoi ça nous dérange? Parce que de nature, on sait qu'on est différent. Et parce que de principe religieux, on sait que nous sommes uniques. Pourquoi je vais changer l'unicité de l'autre? Vous avez compris? Moi, je croyais, il est comme un autre, et bon, j'ai choisi cet homme, il m'a choisi comme je suis. Voilà. D'accord? Donc après, on vit avec ce qu'on est. Ouais. Et bien, mais quand je suis pas d'accord, il faut absolument qu'il fasse comme je pense. Et donc, il faut absolument qu'il comprenne qu'une femme, elle est comme ça, comme ça, comme ça, et que ce soit de cette manière qu'on doit fonctionner. Mais des fois, c'est mal dit, des fois, c'est mal fait, des fois, c'est... Et on croit que l'autre est contre soi, ou qu'il nous aime pas, ou qu'il le fait exprès, ou qu'il veut être dominant, ou il veut... C'est traduit parce qu'en fait, on traduit des sentiments.
Si au départ on avait compris qu'on est différent, au départ, on aurait compris que ça n'est pas c'est pas un exercice de compétition. On aurait compris depuis le départ ça. Tu vois, il fait exprès de faire ça parce qu'il veut soi-disant, il veut m'écraser, il veut machin. Et ces peurs-là, elles sont logiques au départ du couple. En fait, au départ, on est comme ça parce qu'on n'est pas, on se positionne. C'est-à-dire qu'on est, je suis une femme, il est un homme, et inversement, exactement, c'est vrai. C'est que chacun il veut trouver sa position. Je suis une femme, je veux avoir ma position de femme dans ma vie, ouais, et dans ma vie de couple, et dans ma maison, et on verra que les préoccupations d'une femme ne sont pas celles d'un homme non plus, ouais. Et quand il y a des conflits d'idées, vous allez vous rendre compte que chacun défend un petit peu son domaine. Vous allez voir que, par exemple, je donne un exemple très simple, un petit exemple. Si par exemple vous avez envie de déménager, voilà, vous avez envie de déménager, et c'est quoi les arguments? Ben, d'abord vous en avez marre de ce quartier, ouais. Vous avez marre des voisins et des voisines qui sont autour de vous, votre maison, elle vous plaît plus parce que quand vous voulez la nettoyer, ben, le parterre il est toujours sale et ça se nettoie pas, il y en a marre, je veux une maison propre, une maison qui brille et j'arrive pas. Vous avez de l'argent, votre mari a de l'argent, vous avez de l'argent, il dit bah tiens, ben, ça vaut le coup de changer d'endroit. Vous avez envie de vous rapprocher de vos parents, ouais, pour des raisons familiales et aussi des raisons pratiques. Parce que quand vous avez besoin de vos parents, ils vont pas faire des kilomètres pour venir vous aider. Ils sont à côté, c'est pratique, ça va? Voilà. Donc vous dites à votre mari, il faut absolument qu'on déménage. Pour toutes les raisons que je vous ai dites. Votre mari dit non, moi j'ai pas prévu ça. L'argent qu'on a, j'ai pas prévu pour un déménagement. Je l'ai prévu pour marier les enfants. Voilà. Il va dire l'argent que j'ai pas envie de le dépenser pour un appartement parce que l'appartement, il faut changer les meubles, il faut changer la cuisine, il faut changer la tapisserie et c'est des frais. C'est pas seulement d'acheter la maison qui va coûter, c'est tout ce que ça va engendrer qui va coûter. Et ça, j'ai pas envie de mettre l'argent là-dedans. À part ça, mon quartier, moi je l'aime bien. Ça fait 20 ans qu'on habite là. J'ai ma synagogue, j'ai mon Beth Midrash, j'ai mon rab, pourquoi je vais changer? Ouais, ça me casse la tête de changer. Je suis très bien où je suis. Ouais. Et à part ça, si les voisins, tu les aimes pas, ça m'arrange. Ça m'arrange parce que moi, tu vas pas les bavarder toute la journée avec eux. Moi, quand je suis à la maison, tu es avec moi. Vous avez compris? Voilà. Vous avez compris? Chacun, il a une façon de voir. Mais qu'est-ce qu'il a dit, en fait? Mais il a dit ce qu'il est. Vous avez compris? Est-ce qu'il y a un conflit de personnes? Il dit, mais je crois pas, mais je souffre ici. Tu vois pas que je souffre? J'en ai marre, je veux déménager, je veux avoir une maison plus belle. Maintenant, pourquoi une femme, elle raisonne comme ça? Parce que sa maison, c'est sa vie. Maintenant, que ça soit propre, pas propre, etc., lui, il s'en fiche, lui. Lui, il est là pour dormir, vous avez compris. Mais une femme, si c'est pas propre, c'est pas possible, c'est pas sa maison. Donc, si une femme, elle raisonne avec ce qu'elle est elle-même, ses sentiments de féminin. Mais un homme, il ne raisonne pas comme elle. Alors, est-ce que son mari, il est contre elle? Ou il est différent d'elle? Vous avez compris? Elle dit, mais il ne m'écoute pas, il comprend pas que j'ai envie de déménager, etc. J'en ai marre de cette maison, j'en ai marre du voisinage, j'en ai marre du quartier, j'en ai marre de tout ça. Je lui dis, mais moi, je me rends pas compte aussi, en tant que femme, que lui, c'est aussi embêtant. Parce que de se réadapter ailleurs. Vous voyez, un homme, il est dans les... Un homme, on va dire qu'un homme, il est fier de ce qu'il fait. Il fait attention aux dépenses. Est-ce qu'une femme, elle fait moins attention aux dépenses? Oui. Parce que pourquoi? Parce que de nature, une femme, elle a une émouna qui est inébranlable. Et elle se dit, de toute façon, l'argent, ça va, ça vient. Et puis quand ça vient, ça va. Ouais. Et donc, elle dit qu'il n'y a pas de problème, on peut dépenser. Regardez la taille des armoires, vous allez vous rendre compte. Hein? La taille des armoires chez les... Ouais, l'homme, il a deux, trois petites costumes, et une femme, elle a... Donc elle veut... Et quand on lui dit, mais pourquoi tu dépenses autant? Elle me dit, mais c'est pour toi, mon chéri. Ouais, que je suis belle pour toi. Je dis, ah bon, tu crois... Mais vous avez compris, ça veut dire qu'on n'a pas... La vision est différente. Ça veut dire qu'on a une façon différente de voir. Et tout ça pour vous expliquer que la discussion qui va être engendrée par cette situation... Ouais. Une femme, elle va dire, mon mari, il me fait souffrir parce qu'il veut pas que il veut pas que j'ai une belle maison. Il veut pas que... Oui. Et lui, il se dit, mais elle ne se rend pas compte de ce que ça va engendrer comme dépense. Donc, il est plus pragmatique que sa femme, et elle est plus dans le sentiment de ne pas être femme là où elle se trouve. Lui, lui, ça l'arrange de ne pas changer de quartier, parce qu'il a déjà établi une situation de vie qui est stable, et elle est prête à changer, peu importe, parce que là où elle se trouve, elle n'est pas heureuse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Soit c'est frontal. On dit, écoute, j'en ai marre, et ça va, on va arriver à la dispute, et on va arriver à machin, et il dit, mais de l'argent t'en as, et pourquoi tu veux mettre ton argent plus là-bas que là-bas? L'argent, quand on aura besoin de marier des enfants, on aura de l'argent, t'inquiète pas, Dieu est grand. Voilà des arguments qui vont faire que. Mais lui, il va regarder sur le présent, il va dire, non, cet argent, je l'ai économisé pendant des années, et j'ai pas envie de le mettre ailleurs que dans le mariage de nos enfants. Vous avez compris? Chacun reste on se rend compte que chacun reste dans son domaine.
C'est-à-dire qu'on a une vision unique des choses, oui, et chacun, en fait, défend sa vision unique. Il n'y a pas de conflit, en fait. Le problème, c'est comment on s'en sort. Mais ce que je vous dis là aujourd'hui, c'est vous expliquer que la base de l'essence de la réflexion de chacun, elle est fondée sur nos différences. Dès l'instant où je pars du principe que nous sommes différents, je comprends la différence. Je ne suis pas en conflit de différence. Je ne dis pas mon mari il est fou, mon mari il est radin, mon mari il est trop précautionneux, mon mari m'aime pas, mon mari, vous avez compris? Lui il dit mais non je t'adore mais j'ai pas envie de déménager. Je t'adore mais j'ai pas envie de faire des concessions pareilles. Je t'adore mais j'ai pas envie de changer de quartier. Je t'adore mais j'ai pas envie Et qu'est-ce qui va nous attendre là-bas? Et je sais pas comment ma vie va être demain, je sais pas, vous comprenez? Il faut juste comprendre que la nature d'un homme est comme ça et c'est logique qu'il raisonne comme ça. Maintenant, comment je vais réussir à faire que moi je sois épanoui avec nos différences? C'est ça le problème. Vous avez compris? Parce que manifestement, ici, dans ce cas-là, elle est malheureuse. Et lui, dans cette situation, il est très heureux, lui. Il n'y a pas de problème. Alors comment je vais réussir à faire que ça puisse changer? Voilà. Dans quelle logique je vais rentrer? Oui. Alors nous, ce qu'on exprime en général, c'est une forme de concession. Ça veut dire, on dit, bon, ma femme, elle est malheureuse, allez, je vais faire un effort, allez, on va déménager, je vais fermer les yeux, etc., etc. Donc, mais je ne sais pas si elle sera heureuse dans cette situation-là. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il a fait ce qu'elle a dit, mais elle a l'impression qu'elle a rendu malheureux son mari, à l'inverse de ce qu'elle était au départ. Ouais, ou qu'il a été forcé de le faire parce que il était obligé, parce que c'est moi qui lui ai imposé une chose pareille. Donc d'un côté, elle se dit, bah oui, j'ai déménagé, c'est vrai que j'ai eu la maison que je rêvais d'avoir, mais c'est au détriment de l'attachement que j'ai de mon mari, ou de l'impression qu'il a que de moi, quoi, que je suis toujours obligé, c'est vraiment, c'est moi qui ai toujours le dernier mot, vous avez compris? Et ça, c'est mal perçu. Alors comment s'arranger avec ça? Ça, c'est une chose à comprendre. Oui. Alors il y a une petite allusion dans la Torah, qui est très importante en fait, qui est un yesod, parce que la Torah, elle donne des yesodot, ça veut dire que la Torah, elle donne des bases de réflexion qui sont à l'origine de tout. Alors regardez, dans la paracha Yitro, c'est marqué que le jour du matin de Torah, lorsqu'Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu de monter sur le mont Sinaï, oui, il a dit la chose suivante, et je vous lis le texte. Moshe Allah el Elohim, donc Moshe montait vers Hachem sur le mont Sinaï, Vaikra elav Hachem, et Hachem l'appelle. Donc il s'apprête à monter, il monte, et Hachem l'appelle. Mina du haut de la montagne. Les morts en disant, Kotomar les Bet Yaakov. Kotomar les Bet Yaakov. Ainsi tu diras à la maison de Yaakov, Vetaged les Bnei Israël, et tu raconteras aux enfants d'Israël. Voilà ce qui est marqué. On est en train on va recevoir la Torah. La première chose qu'Hachem dit à Moshe Rabbeinu, lorsqu'il monte sur le mont Sinaï, il l'appelle, de là où il se trouve, et il lui dit la chose suivante, Kotomar, ainsi tu diras les Bet Yaakov, à la maison de Yaakov, Vetaged, les Bnei Israël, et tu raconteras aux enfants d'Israël. Alors, Rashi explique comme ça. Alors, je vous lis Rashi apporte le Midrash, mais il dit la chose, Kotomar, ainsi tu diras, Belachon Azé, mot à mot, dans ce langage, ou Kasséder Azé, et dans cet ordre. Amar, ça veut dire dire. Taged, ça veut dire raconter. Dans ce langage et dans cet ordre. Les Bet Yaakov, c'est quoi Bet Yaakov? Elou Anashim, ce sont les femmes. Tomar, c'est quoi Tomar Amar? Lachon Belachon Raka, avec un langage doux. Tu parleras aux femmes avec un langage rach, ça veut dire doux, agréable à entendre, la douceur. Dans ce langage et dans cet ordre. Vataged les Bnei Israël, et tu raconteras aux enfants d'Israël. Ronshim vedigdukim, Ronshim, les punitions. Tu raconteras les punitions qu'ils engendrent s'il faut. Vedigdukim, et aussi la rigueur du texte. Il faut être médagdek dans les mots, ça veut dire il faut être pointilleux dans le texte, le sens, la rigueur des mots qui sont utilisés dans la Torah. Donc, les Ronshim, les punitions. Si on transgresse la Torah, voilà ce qui va nous arriver. Ce langage, on le dit aux hommes. On ne dit pas aux femmes. Ouais. Et le dikdouk, voilà, on est pointilleux, on est très très pointilleux sur le texte et sur les mots et sur cette rigueur intellectuelle. Ouais, ça c'est, on l'applique aux hommes. Pirouz la zecharim, ouais, aux hommes, aux âmes, au mal. Varim akashim et gidim. Il faut dire des choses dures aux hommes comme gidim, comme des tendons. Les tendons sont des nerfs qui sont très durs. Vataged, tu raconteras le langage de gidim. Vataged, tu raconteras, la racine de taged, c'est
C'est guide. Guide, ça veut dire les tendons. Tu diras durement. Ouais, parce qu'il y a deux façons de dire. C'est-à-dire qu'il y a un verbe dans la Torah qui est les morts de raconter, de dire, pardon. Vataged, c'est de raconter. Et vatedaber, vaidaber Hachem. Vaidaber, parler, c'est un langage dur. Par exemple, diber lanou kachot, quand on voit que les enfants de Yaakov Avinu, lorsqu'ils sont présentés devant Yosef, diber lanou kachot, il nous a parlé durement. Le dibour, c'est dur. Aseret à diborot, les 10 commandements, dibour, c'est un commandement, c'est dur. Ça va, c'est un langage dur, c'est un langage d'ordre. Vatomar, c'est un langage souple, un langage doux. Vatomar, et tu raconteras au Beth Yaakov, ce sont les femmes. Vataged, et tu raconteras aux hommes, un langage dur. Mais il faut dire dans cet ordre et dans ce langage. Vous avez vu que... Pourquoi la Torah nous dit ça? Tu vas parler aux femmes et tu vas parler aux hommes. Dans le contexte, la Torah n'a pas été donnée pour les femmes au départ, puisque la femme, elle n'a pas une mise à Talmud Torah. On nous parle de Talmud Torah, oui. Mais la femme, elle a moins de mise qu'un homme, donc on aurait dû s'adresser aux hommes et après aux femmes. La Torah, elle concerne entre guillemets plus les hommes que les femmes. Oui, parce qu'il y a plus de mitzvot, parce que le Talmud Torah, c'est la mitzvah qui incombe à des hommes. Pourquoi la Torah, elle met la femme avant les hommes? C'est pas logique. Et Hachem, il dit, il parle aux femmes et il parle aux hommes. Alors, en fait, il faut bien comprendre une chose claire ici. C'est marrant parce qu'on parle à la personne pas concernée avant la personne concernée. Et on dit un langage souple avant un langage dur. Très important de comprendre ça. Vous savez quoi? Peut-être qu'en couple, c'est pareil. Je vais percer à la personne qui n'est pas concernée. Moi, j'ai mes opinions de femme. Moi, j'ai mes opinions d'homme. Je vais essayer d'écouter l'opinion de mon mari. Quand je m'oppose, en fait, en général, c'est que je n'écoute pas l'opinion de mon mari. Quand je m'oppose, je veux absolument qu'il écoute ce que je lui dis. Mais je ne suis pas forcément à l'écoute de ce qu'il dit. Ou bien quand il dit quelque chose, je vais m'arranger pour contrecarrer parce que j'ai envie qu'il fasse comme je lui dis. Ou l'inverse aussi. Vous comprenez ça? La Torah dit d'abord écoute ce qu'il te dit lui. Et dis-le dans un langage doux et souple au départ, et après il sera dur ce langage. Mais d'abord souple au départ. Par exemple, le langage dur, ça serait de dire tu dis des bêtises, tu ne comprends rien à ce que je te dis, tu n'écoutes pas ce que je te dis, tu mens. D'abord écoute ce que tu dis, tu verras que j'aurai raison. Je vais te prouver que j'ai raison. Tous ces langages-là, ce sont des langages durs, qui ne donnent pas envie d'écouter. Parce que là, qu'est-ce qui va se passer? Il va être en réaction négative. Quand vous dites, mais tu comprends rien. Quand vous dites, mais je vais t'expliquer, écoute bien ce que je vais t'expliquer. Tu comprends pas ce que je te dis, mais je vais t'expliquer. Je vais te prouver que j'ai raison. Mais ça rabaisse la personne en face de vous. Ça va? Mais ça n'amènera pas à un résultat escompté. Parce que ce que vous voulez, c'est que votre mari écoute ce que vous dites. Mais la manière dont c'est approché, c'est un langage caché. C'est un langage dur. Là, dans ce cas-là, on est dans la... Il dit, tu me parles comme ça, je suis dans la confrontation. Tu veux te battre, alors on va se battre. Vous avez compris? Tu vas avoir raison, alors je vais te prouver que j'ai raison. Oui? Il va y avoir un conflit, en fait, de personnes, alors qu'on est dans un conflit d'idées. C'est dommage qu'on soit dans un conflit de personnes. Le Yetzer Hara, il va mélanger un conflit de personnes. Tu veux m'écraser? Tu vas voir ce que je vais te faire. On n'est pas en train de discuter, en fait, en train de se battre. Vous comprenez? Quand tu me dis, mais écoute ce que je te dis. Mais tu mens, c'est pas comme ça que ça s'est passé, etc. Que ça, ce langage, c'est un langage dur. Mais c'est un langage qui n'amène pas à une discussion, qui amène à un conflit. On ne veut pas être en conflit, mais on veut discuter. L'Agma dans Kiddushin a dit là-bas que deux Talmidei Chachamim qui se rencontrent, deux Talmidei Chachamim, deux gens érudits qui se rencontrent, ils sont sonim ze'edze, ils se haïssent l'un l'autre dans l'étude. Mais lo yatsi misham, mais ils ne sortiront de là que Oavim Zelazé, que s'ils s'aiment l'un l'autre. Alors comment on arrive à mélanger la haine et l'amour? C'est bizarre dans le langage de la Gemara. Parce qu'il le fait progresser. Hein? Il le fait progresser. C'est quoi la haine? Celui qui se confronte à La haine. La haine. Je ne supporte pas ce que l'autre dit, etc. Mais on sort Oavim. Alors écoutez-moi bien. On expose une idée. Moi, dans les chasses, il y a plein d'idées. Alors on expose une idée. Il dit, qu'est-ce que tu en penses? Il me dit, moi j'en pense comme ça. J'en pense, voilà, j'ai comme ça, comme ça. Je dis, mais non, ça peut pas être comme ça, puisque tu vois, mais si c'est comme ça va contredire ça, et ça va contredire ça, et ça va pas s'opposer à ça, et ça va pas réussir avec ça. Il dit, ah oui, t'as raison, alors on va dire comme ça. Donc en fait, chacun défend ses opinions. On est sonné, ça veut dire qu'on veut absolument, absolument défendre ses opinions. Mais c'est pas qu'on veut défendre sa personne. On veut défendre l'opinion qu'on est en train de traiter. Je ne parle pas de toi, je parle de ce que tu penses. Souvent, quand on s'oppose à quelqu'un,
la personne se vexe. Oui, non. Mais parce qu'elle écoute quoi? Elle a l'impression qu'on est contre elle. Mais je ne suis pas contre toi. Le problème, c'est la formulation qui est dite. Je dis, mais tu es bête, tu ne comprends pas ce que je te dis. Alors forcément, il va y avoir une émotion. Cette émotion, j'ai l'impression qu'il est contre moi. Toi, tu dis, mais écoute ce que je te dis, tu n'écoutes pas. Mais j'ai raison, je vais te prouver que j'ai raison. Vous savez, ce langage, c'est un langage de conflit personnel. On n'est pas dans un conflit, on est dans un conflit d'idées. Vous avez compris qu'on est sonim zélazé, c'est-à-dire qu'on ne se supporte pas, mais dans l'idée de développer ce qu'on va en train de dire. Je ne parle pas de toi, je parle de ce que tu penses. Vous avez compris la nuance? Maintenant, quand à la fin de notre discussion, quand tu vois deux Talmidei Chachamim qui chacun pose une question, l'autre donne une réponse à l'autre, il repose une question sur la réponse, l'autre une question sur la réponse, etc., etc., finalement, au début, on avait une pierre qui était brute, on a un bijou. À la fin de notre discussion, la chose a évolué. Maintenant, on a tiré quelque chose de fondamental de la Torah. On dit merci beaucoup d'avoir posé la question, merci beaucoup d'avoir remis en cause ça, merci beaucoup de m'avoir permis d'avoir cette dimension de vision que je n'avais pas au départ. Si tu n'avais pas posé la question, j'aurais jamais pensé une chose pareille. L'Agmara elle dit, Rabbi il a dit là-bas, j'ai appris chez mes maîtres, Lamati Merabotai, j'ai appris de mes maîtres, Umital Midai, Yoter Mikulam, mais de mes élèves, plus encore que tout. Parce que là-bas, j'ai subi quelque chose. Mon Rav, il m'a appris des choses, ok. Mais mon Talmid, il m'a posé des questions. Mon Talmid, mon élève, il m'a remis en question. J'avais peur de ne pas savoir. Grâce à lui, je sais que maintenant, ce que je sais, c'est profond. Mais plus que mon maître, parce que mon maître, j'ai subi une information. Il a raison, il a tort, j'en sais rien. Vous avez compris? Mais je l'accepte parce que c'est mon Rav. Mais ce que j'ai étudié moi-même, mais c'est le produit de tous les efforts que j'ai fournis. C'est le produit de toute la pression qui a été organisée par mon élève. C'est le produit de toutes les questions qu'il m'a posées qui m'ont permis d'avoir, non pas un objet comme j'aurais pu l'imaginer au départ, mais quelque chose qui est d'une beauté incroyable. Mais c'est la confrontation qui a permis ça. Mais on n'est pas dans un conflit de Rav à élève. C'est pour ça qu'on doit respecter son Rav. C'est pour ça qu'on doit respecter sa femme. C'est pour ça qu'on doit respecter son mari. On n'est pas dans un conflit de personne. Et les gens traduisent ça, en général, comme un conflit de personne. Tu es contre moi, tu n'écoutes pas ce que je te dis. Vous avez compris ce qui se passe? C'est pas ça, on n'est pas dans un conflit de personnes. Le Yetzer Hara, il voudrait nous fracturer parce qu'on croit qu'il est contre moi. Il n'écoute pas, il ne me respecte pas. Vous avez compris? Voilà, il ne respecte pas ce que je lui dis. Et j'essaie de lui respecter, il n'écoute pas ce que je dis. Et ça me vexe. On n'est pas dans un conflit de personnes. On est dans un conflit d'idées. Si on exposait les choses de façon différente, en disant « Je comprends ce que tu dis ». Par exemple, si dans l'exemple du déménagement, ouais, il dit je comprends ce que tu dis, parce qu'en tant qu'homme, si j'avais été un homme, j'aurais pensé comme toi. Mais sache que d'un côté, qu'est-ce que tu mets en cause? Tu dis l'argent. Mais est-ce que je vaux plus que de l'argent? Vous avez compris? Ça change tout, ça. Si vous dites à votre mari, je comprends tout à fait, je comprends que ça va occasionner des dépenses, je comprends que Bémet, tu vas devoir changer de quartier, peut-être que tu vas pas te plaire, c'est possible, je sais pas. Mais viens, on va faire une étude. Voilà, j'ai envie d'habiter là-bas, ouais. J'ai envie d'habiter dans tel endroit. Viens, on va voir comment ça se passe là-bas, peut-être que ça va te plaire. Vous avez compris? Quand je propose quelque chose, je n'impose pas quelque chose. Et autant, vous avez compris? Quand je dis c'est comme ça, et je souffre, en fait, j'impose à mon mari. Bon, le meilleur des résultats, c'est qu'il va accepter, mais il va être malheureux. Parce qu'il est obligé de subir, vous avez compris? Il faut toujours qu'elle dise, il faut toujours que je me plie, il faut toujours que... À la fin, ça craque. Mais si je dis à mon mari ou à ma femme, je lui dis, et je comprends que ça te dérange, et je m'en excuse. C'est vrai que je te demande de faire un sacrifice personnel, mais d'un côté, tu dis, oui, mais on veut marier les enfants. Je dis, je comprends, tu as besoin de cet argent, je comprends. Mais d'un côté, ta femme, elle est malheureuse. Tu mets de l'argent sur la balance, et ta femme, elle est triste, elle est malheureuse. C'est qui la personne la plus importante de ta vie? Ça va? Quand vous dites comme ça, il va dire, ouais, t'as raison, excuse-moi. Si vous dites, ouais, mais regarde, tu dis, mais t'as des beaux-parents, machin, moi j'ai besoin de mes beaux-parents, des fois on a besoin de faire des courses, des fois j'ai un problème au travail, j'ai besoin de ma mère, elle vient avant, etc. La proximité, ça m'arrange. Ça va, dire que ce que je te propose va nous permettre d'être plus épanouis tous les deux. Ça va? Donc on n'est pas dans un conflit, vous avez compris, de personnes là. C'est d'exposer les idées, mais parce que je sais que ça le dérange. Je sais que de nature, il ne va pas vouloir accepter. Mais quand je lui dis, je te comprends, vous avez compris pourquoi c'est très important de comprendre la nuance? Parce que j'accepte. D'abord, tu parles à ce qui n'est pas adapté. Tu sais, la Torah, elle n'était pas adaptée aux femmes au départ. C'était pas fait. On va dire la Torah, bien sûr que les femmes, elles font des mitzvot, évidemment. Mais le Talmud Torah, c'était réservé aux hommes. Pourquoi on a mis la femme en avant? Pourquoi faire? Peut-être l'idée, c'est d'expliquer.
Adresse-toi d'abord à la personne qui n'est pas concernée. Tu vois, quand tu parles avec ton mari, il n'a pas de problème, ton mari. Ton mari, il n'a pas envie, ton mari. Parle-lui, mets-le en avant dans la personne concernée. Et après, tu vas lui parler un langage souple. Et après, tu dis, tu vois, et après, tu vas le mettre dans une difficulté. Mais d'abord, accepte que c'est dur aussi pour lui. Parle-lui dans un langage souple. Montre-lui qu'il a raison, dans sa vision, il a raison. Si moi j'avais été à ta place, j'aurais dit exactement comme toi. Parce que c'est vrai qu'on a besoin de cet argent pour marier les enfants. C'est vrai que pour moi, la propriété, c'est pas essentiel. C'est vrai que ma maison, pour moi, n'est pas essentielle pour un mari. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez compris? Alors qu'elle a dit, mais je comprends pas. Mais nous, on raisonne en tant que femme. On dit, mais en tant que femme, il comprend rien, mon mari. Il dit des bêtises. Il voit pas que j'ai besoin de ça. Il comprend pas que j'ai besoin de ça. Il est toujours contre moi. Parce qu'on raisonne comme des femmes. Alors que peut-être qu'on aurait dû d'abord penser comme un homme. Entre guillemets. Ça veut dire se mettre dans la logique masculine. Et comprendre aussi qu'il n'est pas d'accord avec moi. Mais pas parce qu'il n'est pas d'accord dans mes opinions personnelles. Parce que sa nature fait qu'il n'est pas d'accord avec moi. Sa faculté à être unique au fait de lui en être séparé de moi. Et que j'ai pas besoin de transformer moi. Nous, on veut éduquer les gens. On veut changer les gens. On n'est pas là pour changer les gens. On est là pour s'adapter à la différence. Comme on a dit, je vous avais expliqué une fois. Le premier conflit naturel de l'humanité, c'était la discussion entre la Lune et le Soleil. Vous vous rappelez ou pas? Qu'est-ce qu'elle a dit, elle a dit la Lune à Hachem? À quoi ça sert qu'il y ait deux rois avec une seule couronne? Ça veut dire, on éclaire la terre tous les deux. Oui ou non? À quoi ça sert contre deux? Si c'est pour éclairer la terre, ben, un seul suffisait. Voilà ce qu'elle demande à Hachem. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Ben, il lui diminue sa lumière. Ouais. Et il laisse la lumière du soleil. Bon, est-ce qu'il a répondu à la question, Hachem? Elle a dit à quoi ça sert deux? Il a répondu à Hachem ou pas? Ben non. Il a diminué la lumière. On t'a pas demandé pourquoi il y a... Au départ, on éclairait autant l'un que l'autre. La lumière qui était produite sur la terre était aussi forte de ce qui venait du soleil ou de la lune. Autant. Il dit à quoi ça sert qu'on ait la même intensité, qu'on produise qu'on ait la même fonction d'éclairer la terre? À quoi ça sert deux? Mais un, ça suffit du matin au soir. Et il y a juste simplement de dire, voilà, on va calculer les heures, on saura laisser la nuit, c'est le jour. Pourquoi tu as besoin de mettre deux luminaires? À quoi ça sert deux luminaires? On est deux rois, c'est avec une seule couronne. La couronne, c'est d'avoir la fonction d'éclairer la terre. À quoi ça sert? Elle est bonne la question ou pas? Qu'est-ce qu'il dit Hachem? On a l'impression qu'il dit ferme là. Voilà, je t'écrase et je te mets un seul. C'est ça qu'on croit ou pas? Comment vous l'avez compris, vous? Hein? Comment? Pourquoi il a diminué la lumière de la lune? Pourquoi faire? Hein? Parce que c'était de l'orgueil de la part de la lune. Mais attendez, je sais pas compris. En quoi c'est l'orgueil? Elle a une question. Elle dit il y a deux luminaires pour une seule fonction. Alors je comprends pas pourquoi tu crées deux. Elle a raison. Manifestement, elle n'a pas compris quelque chose. Mais est-ce que Hachem il a répondu à la question? Ou il a puni la lune? En disant voilà, je t'écrase ta lumière, voilà, tu es pas contente, voilà, je t'enlève ta lumière. Comment vous comprenez? Hein? Il l'a puni. Mais pourquoi il l'a puni? Qu'est-ce qu'elle a dit de mal? Parce que ce qu'Hachem il a décidé, ou alors il lui a donné raison. Ben non, parce que si elle avait raison, soit il aurait dû l'éliminer, soit il aurait dû éliminer le soleil. Si elle avait raison, elle a dit mais à quoi ça sert deux? Fais un. Elle aurait dû, Hachem aurait dit bah oui tu as raison. Ah il a adouci alors, non? Adouci en quoi? C'est une frustration d'avoir moins de lumière. C'est pas un adouci. Hein? Pour la différencier. Mais pourquoi? C'est pas ça la question. La question c'est pas, on voulait pas faire de différence. On voulait dire, il y en a un qui est en trop ici. C'est ça la question de la lune. Il y en a un qui éclaire le jour, l'autre qui éclaire la nuit. C'est ça, c'est l'orgueil. J'ai compris. Mais à quoi ça sert de faire deux luminaires pour avoir la même fonction d'éclairer la terre? J'ai deux spots pour faire la même chose. Ça sert à rien. C'est ce qu'elle a demandé. Elle dit j'ai deux spots qui finalement éclairent la même chose. Ça sert à rien. Vous avez compris? Oui, mais en vérité, c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire? Ça veut dire que de base, ils éclairent les deux, mais de manière différente et à un moment différent. Donc du coup, ils sont plus les mêmes. Vous avez compris? Khazak ou Balou? Et c'est ça qu'il lui a dit Hachem. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Quand il a diminué la lumière, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Elle croyait, qu'est-ce qu'elle croyait à votre avis la lune? Mais qu'est-ce qu'elle a cru elle? Pas qu'est-ce qu'elle a cuit. Qu'est-ce qu'elle a cru? Hein? Mais chacun est unique. Mais qu'est-ce qu'elle a cru? Elle a cru peut-être, écoutez-moi bien, elle a cru que la lumière venait d'elle. La lumière que je projette sur la terre, elle vient de moi. Hachem, il a diminué la lumière pour qu'elle se rende compte que ça venait d'ailleurs.
En vérité, la différence entre la lune et le soleil, c'est quoi? Le soleil, c'est une boule de feu qui produit sa propre lumière. Mais la Terre n'est que le reflet de la lumière qu'elle projette sur la Terre. L'un, c'est un projecteur, et l'autre, c'est un réflecteur. Hachem, il voulait qu'il y ait quelqu'un qui donne et quelqu'un qui réceptionne. Seulement, elle a cru que quoi? Que ma fonction, c'est d'éclairer la Terre. Non, ta fonction, c'est de réfléchir la lumière de l'autre. Mais comment tu vas t'en rendre compte? Bah, il faut que je te diminue ta lumière pour que tu vois que ta lumière, elle n'est pas la même. Ah, mais d'où elle vient ma lumière alors? Bah, elle vient de là-bas. Ah, j'avais pas compris. Vous avez compris? En fait, on n'a pas compris la fonction de l'autre. Quand on est un couple, on a chacun une fonction différente. Il faut comprendre qu'on n'est pas en conflit. On a chacun une fonction différente. Vous avez compris ça? Il n'y a pas de conflit. Hein? Tout à fait. Non, la question est qui réfléchit la lumière maintenant? À qui réfléchit, vous voulez dire? Peu importe, en tout cas, peu importe. Chacun réfléchit l'autre. Ouais. Une fois c'est l'homme, une fois c'est la femme. Vous avez compris? Un jour, vous étiez des enfants. Vous avez réfléchi la lumière de vos parents. Mais un jour, vous êtes devenus des adultes. Et c'est vos enfants qui vont réfléchir la vôtre. Donc, il n'y a pas de conflit, en fait. Vous comprenez? C'est une question de temps. C'est une question de moment. Quand je dis, par exemple, vous dites, quand Sarah, elle va dire à son mari, mais tu m'as pas considéré, etc., elle produit de la lumière que son mari n'a pas atteint. Vous avez compris? C'est elle qui a raison. Quand Rivka, elle dit à son mari, mais il faut bénir Yaakov, elle a raison. Et des fois, quand Raval propose à son mari, mange de la elle a tort. C'est-à-dire qu'il y a un éclairage qui sort d'elle, en fait, qui n'est pas fonctionnel ou qui est faux au départ. Oui? Donc la vraie difficulté, c'est d'arriver à faire comprendre à son mari qu'il a eu tort. Mais si je lui dis, tu dis faux, tu mens, tu ne comprends rien, en fait, je l'amène pas à penser. Je l'amène à être en conflit avec moi. Mais nous, on veut réfléchir, nous, on veut pas être en conflit de personne. Si vous avez raison, pardon, vous avez raison. Voilà. Et c'est lui qui va perdre. Mais lui, il veut pas dépenser, il a qu'à faire des efforts. Eh ben, c'est pas grave, les voisins, c'est pas grave, la maison, c'est pas grave, les voisins, c'est pas grave. Ok. Mais pour vous, c'est vital. Mais lui, il ne voit pas comme une vitalité parce qu'il est un homme. Vous avez compris? Par exemple, les bijoux. Bon. Les bijoux, c'est une paracha, les bijoux. Ouais. Bon, une femme, elle peut pas vivre sans bijoux. La Gemara dit, c'est marqué dans Midrash Rabbah, hein. Midrash Rabbah, il dit que quand il tombait de la manne dans le désert, il tombait des bijoux. Pourquoi il tombait des bijoux? Parce que c'est vital. Ben oui, c'est vital de manger, c'est vital d'être belle. Pour une femme, c'est comme ça, c'est vital. Mais non, un homme, il ne comprend pas comme ça. Pas du tout, même. Ouais. Donc ça veut dire que lui, ben, une petite bague avec un petit solitaire, ça lui parle, comme ça lui parle pas, ça ne dit rien du tout. Mais c'est contre sa nature. Donc il dit, bah, mais il est radin, il comprend rien. En fait, on réfléchit comme des femmes. Alors on dit, notre mari ne comprend pas. Mais c'est pas qu'il ne comprend pas, il n'a pas cette sensibilité, il n'a pas ce besoin. Mais oui, vous avez compris, on n'est pas en conflit de personnes, en fait. Et c'est ça qu'on crée après. On dit, tu vois, il est radin, il machin, combien d'années j'ai dû le supplier, pour qu'il accepte. On croit qu'il est contre soi, mais il n'est pas contre. Il a juste une façon différente de penser. Maintenant, si vous l'amenez à penser que vous avez besoin, que c'est vital pour vous, il va dire, ah bah tiens, j'avais pas compris. En fait, il ne s'est pas rendu compte. On ne lui a pas proposé de mettre sur la balance. Tu mets sur la balance des poids et des mesures, des fois ça pèse plus lourd. Pour lui, ça pèse pas lourd. Une bague, ça pèse lourd dans son budget, mais ça pèse pas lourd dans la nécessité. Une femme, c'est l'inverse. Pour peu que ça soit beau, ça vaut la peine. Vous avez compris? Voilà. Ben, le fait les Shem Shamaïm, c'est pas du tout dans l'intérêt de soi. Quand on dit dans la paracha de la semaine dernière qu'on a lu que Yosef, il était Nahar, c'est un jeune homme. Ben oui, il avait 17 ans, c'est un jeune homme. Mais Rachid dit non. C'est pas de nous expliquer qu'il était dans l'état de jeune homme d'adolescent. Nahar, c'est Maaseh Neharut. Il avait une attitude de jeune homme. Ça veut dire qu'il voulait paraître beau aux yeux des autres. Hein? Il voulait être coquet. Mais non, si vous avez demandé à une jeune fille, pourquoi tu veux être belle? Pourquoi tu t'arranges? Pourquoi tu te coiffes? Pourquoi tous les matins tu te coiffes, tu fais des brochings, tu fais des machins? Pourquoi? Si vous lui posez la question, qu'est-ce que vous croyez qu'elle fait? Pourquoi elle le fait? Pour elle-même, non mais en vérité, on fait. Les gens, qu'est-ce qu'ils croient? Non mais qu'est-ce qu'ils croient? Mais c'est provocatrice, mais c'est et voilà, c'est pas joli, c'est pas beau. Oui, non. Oui, non. Mais c'est vrai ou c'est faux? Mais c'est archi faux. C'est archi faux. Ça va? Une femme, elle a besoin de se sentir belle. Un homme, il a besoin de se sentir beau. Et même le paradoxe, c'est, écoutez-moi bien. Si c'était faux ce que je vous dis, pourquoi Yaakov il a offert une kétolet passim à son fils? Il lui a offert un beau vêtement, mais c'est l'inverse qu'il aurait dû faire. Quand tu vois ton fils qui commence à aller de travers, il se coiffe, il s'arrange les yeux, c'est vulgaire. Oui, non, c'est Yitzhara, ça ou pas? Et toi, tu lui offres un vêtement, t'as rien trouvé d'autre. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici?
C'est exactement l'inverse. Ça veut dire que si Hachem, il a créé une nature pareille, mais on ne le fait pas pour soi, on ne le fait pas pour les autres. Il voulait paraître beau, on croit que c'est pour que les gens ils disent, ouais, elle est belle, mais non. Parce que de nature, on a besoin d'être beau. De nature, on a besoin de se sentir bien. C'est normal. Ça fait partie d'un équilibre fonctionnel. On a envie de nous dire qu'on est bien. Vous avez compris aussi, ça nous rassure. Mais c'est pas dans l'intérêt de crâner ou je sais pas quoi, de vous dites ça, c'est complètement débile. C'est pour ça qu'il faut faire attention il faut pas le regarder. Vous savez qu'on est adulte. Nous on sait, on connaît les Yetzirah, on connaît tout ça, on connaît. Et nous on croit qu'il va rentrer dans les Yetzirah. Vous avez compris? Mais lui, il le voit pas dans cet esprit-là. Pourquoi je ne rentre pas dans son esprit à lui? Pourquoi je n'essaie pas de comprendre ce qu'il est en train de vivre, plutôt que de dire non, je rejette, parce que moi je sais que j'ai raison. Et je connais la vie, je connais la Torah, je connais Tzara, je connais tout ça. Donc je sais que là, il est en train de faire une bêtise. C'est vrai ou pas? Mais peut-être pas, c'est pas ça l'idée. Parce qu'il n'y a pas de Yetzer dans l'histoire, c'est toi qui l'as créé. Il a besoin d'être beau parce que demain, il faut qu'il soit beau autrement. Oui ou non? Si une fille elle se sent pas belle, ouais, et ben vous allez voir que vous lui dites, mais c'est pas grave, et c'est machin, et après elle va se négliger. Ouais. C'est marrant parce que je disais récemment dans un journal, qui disait que quand des gens ils vont pour une proposition de travail, ouais, une jeune femme par exemple, une proposition de travail, et ben son salaire il va dépendre essentiellement de la posture qu'elle a. C'est incroyable, hein. Et on a remarqué que les salaires ils varient entre 8 et 20% de plus lorsqu'elle est bien habillée, lorsqu'elle se représente bien, de 8 à 20%. Et pourquoi l'aspect physique c'est important? Parce que c'est la première chose qu'on voit. La première chose que vous voyez, vous jugez en fonction de l'apparence. Après, vous allez voir qu'est-ce qui est caché derrière. Mais la première chose, c'est l'apparence. Donc, si la fille, elle est négligée, il va dire, si elle est négligée dans son physique, alors a fortiori pour... Si déjà pour elle, elle se néglige, alors pour moi l'employeur, évidemment. Vous avez compris? Donc, tout de suite, il va y avoir un décalage. Parce qu'on juge les gens en fonction de l'apparence. C'est comme ça marche comme ça. Donc, la personne, quand elle veut paraître belle, elle veut apparaître quelque chose de beau. Mais un jour, vous savez quoi? Un tzaddik, il fait aussi des belles choses. Quand vous dites, tiens, et ce qu'elle a fait, cette dame, c'est extraordinaire, c'est beau à voir. Quand cet homme il a fait une chose pareille, mais c'est beau à voir. Mais pourquoi c'est beau à voir? Mais il n'y a rien de beau là-dedans. Il y a beau parce que j'ai une conception de ce qui est beau au départ physiquement et j'extrapole sur ce qui est beau spirituellement. Mais je ne peux pas, jamais, je ne pourrai asseoir une beauté spirituelle si je ne suis pas passé par une beauté physique au départ. Parce que si je n'ai pas de notion de ce qui est beau, je ne pourrai jamais avoir une notion de ce qui est beau spirituellement, c'est impossible. D'honorer, vous savez, on a une mitzvah de nommer un roi. Pourquoi cette mitzvah? Som tassim alecha melech. Parce que si je n'ai pas de notion de royauté, comment voudriez-vous que j'arrive à concevoir qu'Hachem il est Melech HaOlam? Au départ, j'assois sur du physique. Et après, j'assois sur du spirituel. Si une femme elle a besoin de bijoux, c'est que c'est vital pour elle. Elle a besoin d'être belle. Pas parce que madame, elle veut je sais pas quoi, se faire des... Parce qu'elle a besoin, c'est un sentiment fort féminin. Donc si j'explique à mon mari que ce sentiment il est nécessaire, obligatoire pour moi, sinon je ne suis pas femme, évidemment qu'il va faire une concession parce qu'elle est logique cette démarche. Vous avez compris? Elle n'est pas contre toi, elle est avec toi. Vous avez compris? Parce que si tu as une femme qui va être malheureuse, elle va être contre toi, malheureusement, c'est dommage. Si vous avez compris, Ezer Kenegdo dans les deux sens. C'est-à-dire que dès l'instant où je comprends la nature de l'autre, évidemment, je m'y adapte dans ce langage-là et dans cet ordre-là. Dans un langage de douceur et dans un ordre qui est féminin-masculin. Toujours c'est comme ça. Je m'adapte à la personne en face de moi. La personne qui n'est pas adaptée à moi, je m'adapte à elle. Je fais comprendre ce que je pense. Je me mets dans la logique de celle que je fais subir ou je subis moi-même. Mon mari, je comprends ce qu'il a dit. Je comprends sa démarche. Elle n'est pas contre moi, elle est juste logique à son niveau. Dans sa perspective personnelle d'homme. Vous avez compris? Et moi, je crois qu'il est contre moi, mais il n'est pas contre moi. Et c'est très important que qu'on arrive à définir ça au départ, parce que ça solutionne énormément de conflits de couple, en fait. Parce qu'on n'est pas dans une concurrence. On n'est pas de savoir qui est-ce qui a raison. Vous avez compris, souvent dans les couples, on va voir qui est-ce qui a raison. Tu vois, je vais te prouver que j'ai raison. Comme si qu'il y avait une bagarre, on était dans la compétition de qui avait raison. C'est dommage, franchement dommage. Mais ça, c'est du Yetzirah de croire qu'il faut qu'il y ait un dominant-dominé, il faut que j'ai peur d'être dominé. Alors au début, ça peut s'entendre, mais à un moment donné, il faut que ça évolue. Et il y a des gens qui restent, pendant 20 ans, ils restent comme ça. Les gens, ils se sont jamais mariés, en fait, vous avez compris? Il n'y a jamais eu de partage de mariage, il n'y a jamais eu de compréhension de l'autre. Et des gens, ils vont même des fois des gens divorcer parce qu'ils n'ont jamais été mariés. Ben oui, parce que quand on n'a pas compris ce principe, on n'a pas été mariés. Ils vont se divorcer sans être mariés. Ouais. Ou bien les gens vont vivre une vie de célibataire, mariés.
Parce que il faut que tu écoutes ce que je te dis, il faut que machin, en fait, je change pas, je ne m'adapte pas, il faut que tu fasses comme je te dis. C'est comme ça. Donc ça veut dire que tu restais célibataire, marié. Tu as les avantages d'avoir l'autre en face de toi, tout en restant célibataire dans ta tête. C'est pas ça le mariage. Vous avez compris? Kalachonazé, kassédérazé. Comme ce langage, comme cet ordre. Il faut que ce soit doux, et après c'est dur. Mais tu t'adresses d'abord à la personne qui n'est pas toi. Toi, tu es un homme, tu vas t'adresser à la femme. Toi, tu es une femme, tu vas d'abord mettre en avant l'homme. C'est comme exactement, vous savez, la Gemara dit dans Hiruvin, elle dit là-bas, hein, c'est un principe de base de la Torah, ça. La Gemara dans Hiruvin, elle dit comme ça. Pourquoi on a choisi la halacha comme Beth Hillel? Il y avait toujours une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Il y avait la yeshiva de Shammai et celle de Hillel. La Gemara dans Hiruvin, elle dit pourquoi on a choisi Beth Hillel pour trancher la halacha. Il y avait deux façons de voir. Comment? Ben c'est pas grave, peut-être qu'il faut être rigoureux dans la vie. Peut-être, je sais pas. Oui? Alors la Gemara dit comme ça. Elle dit non seulement il rapportait les paroles de Beth Shammai. Beth Hillel, on allait voir Beth Hillel. On dit, dis-moi, là j'ai un problème de Shabbat, X halacha. Il disait voilà ce que pense Beth Shammai et voilà ce qu'on pense. Non seulement il rapportait la parole des autres, mais en plus il faisait devancer la parole de Beth Shammai avant la leur. Ils auraient pu dire voilà, nous on pense comme ça, bon Beth Shammai il pense comme ça. Ils n'ont pas dit ça. Ils ont fait précéder. C'est une preuve d'anava, une preuve de midot. Vous avez compris? On n'est pas dans un conflit de vérité. Parce que si c'était pour la vérité, je vais te dire la vérité, moi. Je vais te dire ce que je pense, moi. Parce que moi, je pense la vérité. C'est pas comme ça. On ne prétend pas prétendre avoir la vérité. On propose et on s'adapte à la personne. On propose à la personne. Dans un couple, c'est fondamental. Je ne pense pas que je dis la vérité. Comme si que la vérité n'était pas unique, elle était relative. Il n'y a pas de vérité absolue. Il y a une relativité de la vérité en fonction du moment et de la personne. Comme par exemple, nous, on a le droit de rentrer dans un cimetière. Mais un Cohen, il n'a pas le droit de rentrer dans un cimetière. Ben, je comprends pas. Si le Cohen, il n'a pas le droit de rentrer, c'est que la Touma, c'est grave. Alors si c'est grave, pourquoi ça n'est pas pour nous? Et si nous, on a le droit d'y rentrer, c'est que la Touma, c'est pas grave. Alors pourquoi il ne pourrait pas y rentrer? En fait, on n'a pas la même doucha. Bien compris? Pour nous, la Touma, ça n'a aucune incidence. Lui, ça en a. Ça veut dire que la émet est relatif à la personne. Tu dis, mais si la vérité, c'est que la Touma, c'est pas bien, alors pourquoi ça l'est pour moi? Pourquoi c'est bien pour moi? C'est pas grave pour moi? Mais c'est pas normal. Mais tu n'es pas l'autre. Vous avez compris ça? La vérité, c'est pas ce que je pense. La vérité, c'est ce que nous devons penser. C'est la relativité du émet. Très important de croire. Je ne prétends pas que je dis la vérité. Seulement si je pense que logiquement c'est comme ça, parce que j'ai analysé les deux situations, celle de mon mari et la mienne, et je pense que la mienne est juste, alors je vais l'amener à penser comme moi. Vous avez compris la différence? Si vous avez raison, il faut amener à penser. Par exemple, si vous parlez de... Mais tu comprends, tu parles d'argent, je parle de souffrance physique et morale. Qu'est-ce que tu mélanges l'argent avec le physique moral? Tu comprends ça? Il va dire, ah oui, excuse-moi, je me suis trompé. Vous avez compris? Parce que lui, il voyait le côté économique, et elle voyait le côté émotionnel. On n'est pas dans le même monde. On n'est pas en conflit. Vous avez compris? Alors que les gens pensent, tu vois, mon mari m'aime pas, il ne m'écoute jamais. Mais non, vous avez compris? C'est ça l'Yetzer. C'est de quoi qu'on est dans un conflit personnel, alors qu'on n'est pas on est dans un conflit d'idées et d'émotions et de différences. Donc quand j'ai compris ce principe, je peux dire, je comprends que tu raisonnes comme ça. Si ma femme, elle me dit, j'ai besoin d'un bijou, mais je comprends qu'elle ait besoin d'un bijou, donc je vais faire des efforts, mais pas parce que c'est contre moi. Parce que sinon, elle va être malheureuse. Mais moi l'argent, qu'est-ce que ça vaut l'argent contre le bonheur de ma femme? Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune valeur. Pour peu qu'elle soit heureuse et qu'elle soit bien dans son esprit de femme, eh ben je fais pas un effort. Quand les Bnei Israël, ils ont construit le Mishkan, il fallait donner de l'or. Est-ce qu'on dit, il faut donner de l'or? Cet or est dans un compte en banque et moi j'ai oublié de le donner à Dieu parce qu'il m'a demandé de faire le Mishkan. Mais non, quand on a plaisir à faire, on n'a pas perdu. Vous avez compris? Quand vous dépensez de l'argent pour vos enfants, vous ne dites pas, ben, tiens, quand on a perdu encore ce mois-ci, encore de l'argent, encore là. Mais non, on n'a rien perdu du tout. Quand vous allez acheter une voiture, vous allez acheter une baguette, vous allez acheter n'importe quoi, vous dites, tiens, on a encore dépensé de l'argent. Mais non, cet argent, il a servi à quelque chose. C'est ce que ça produit qui est intéressant, c'est pas ce que c'est qui est intéressant. C'est pareil, vous avez compris? Quand on a compris ces principes-là, on a énormément solutionné de situations difficiles dans un couple. Parce qu'on a compris le sens de ce que voulait dire, de ce que voulait la personne. Et finalement,
j'ai compris ce qu'elle était, j'ai compris ce que j'étais, et en confrontation des deux, là je peux dire qu'il se dégage une vérité, où je reconnais que j'ai eu tort, où je reconnais qu'il a eu tort, et donc je vais l'amener à penser. La Shonazé, dans ce langage doux, et dans cet ordre-là, d'abord l'autre et après moi. Vous avez compris? C'est comme ça que ça doit résonner dans ma tête. Mais les deux doivent exister. Pas que je suis seul à penser et que je veux comme ça, et je veux que ça soit comme ça, et je veux qu'il arrive à changer. Et comme ça que j'étais là pour changer l'autre. Non. Tu es là pour arriver à ce que les deux puissent exister, chacun indépendamment de l'autre. Parce que de la même manière que toi tu es unique, il est aussi unique. On n'est pas là pour détruire l'unicité des gens. On est là pour construire avec sa différence. Ça c'est très important.